zéro traction, zéro closing et zéro pipe. Vous venez de recruter ce top performer commercial, bravo, profil élite, salaire rêvé, 100, 150, peut-être même 200K. Vous en étiez convaincu, c'était le déclic qui allait faire développer votre chiffre d'affaires. Et pourtant, 3 mois après, zéro traction, zéro closing et zéro pipe. Sentiment amer, vous commencez à douter de son talent, de sa motivation, de votre choix même. Mais prenons un pas de recul, le vrai problème, c'est pas son talent, le vrai problème c'est votre système. Un sales, aussi bon et cher soit-il, ne peut pas réussir sans cadre clair, sans outils efficaces, sans stratégie éprouvée. Vous lui avez demandé d'être sprinter, coach, architecte et guide à la fois, alors qu'un vrai sales, c'est avant tout un exécuteur d'élite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi la majorité des recrutements échouent et comment construire concrètement le cadre dont votre top performer a besoin pour enfin délivrer. Si vous êtes fondateur de SaaS entre 1 et 10 millions d'ARR, vous devez impérativement saisir ce message aujourd'hui et pas dans 6 mois quand ce sera trop tard. Non, recruter un sales à 150K ne vous fera pas exploser vos revenus. Et voici pourquoi. Pour faire ça, je vous propose un plan simple en 3 parties. J'adore les 3 parties. D'abord, nous allons explorer le mythe du super sales et comprendre pourquoi il vous induit en erreur. Ensuite, on va analyser précisément le double problème lié au manque d'un système clair et structuré. Et enfin, je vous montrerai concrètement toutes les étapes à mettre en place pour donner à votre commercial les meilleures conditions de succès. Alors pour cette vidéo, comme d'habitude, on va commencer par la fin. Et ce qu'il faut retenir, c'est que recruter le meilleur sales ne suffit pas à booster votre CA si vous n'y avez pas préparé le terrain en amont. Un bon vendeur, c'est un levier, c'est pas une baguette magique. J'arrive, je le paye et il me ramène du chiffre d'affaires à la maison. C'est plus compliqué que ça. Sans stratégie, sans outils, vous le mettez en échec dès le départ. Ce sera donc la ligne directrice de cette vidéo. Chapitre 1. Le fantasme du super sales, le sauveur miracle du chiffre d'affaires. Donc, je vais commencer par vous raconter une histoire qui va sûrement vous rappeler des souvenirs, ou devrais-je dire des cauchemars peut-être. Vous avez levé des fonds, votre boîte vient de franchir le 1 million d'euros d'ARR, très belle étape, bravo, peut-être même 3, peut-être 5 millions, et vous sentez que il est temps de passer à l'échelle supérieure. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Logiquement, vous dites, je vais prendre un sales senior, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves ailleurs, un ancien de chez LinkedIn, chez Salesforce, chez Amazon, voilà, quelqu'un qui vous fait rêver, où vous dites, ça va changer la donne. Vous mettez une annonce, vous êtes prêt à signer un gros chèque, 100, 150, je disais, parfois plus de 200 000 euros annuels largement, et après plusieurs entretiens, bingo, vous avez trouvé la pépite. Donc vous êtes confiant, son CV mentionne qu'il a closé des millions d'euros, donc il a la tête de l'emploi, ça va bien se passer. Sauf qu'après 3 mois, concrètement, ça devient long, ça devient très long. Aucun deal majeur signé, un pipeline quasi inexistant, et la traction est à 0. Et là, je vous vois venir. Généralement, la réaction, c'est que vous commencez à douter du recrutement, vous vous dites, mais attends, c'est bizarre, moi j'arrivais à vendre, alors que lui, qui est senior, normalement ça devrait aller tout seul. Moi j'y arrivais, j'étais pas sales en plus à la base. Parce que côté sales, le ressenti, il est aussi amer. Lui, il se dit, ils m'ont vendu un projet hyper structuré, je me retrouve à devoir tout créer moi-même, j'ai 0 pitch calibré, j'ai pas de data claire sur mon ICP, mon CRM est bancal, j'ai pas de séquence de prospection validée, donc bon, je suis lâché en plein inconnu, on m'a rien donné, pas de boussole, je me débrouille. Et donc vous voyez que là, la frustration est de mise de votre côté comme celui du commercial. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'en fait, vous n'avez pas embauché un sales, vous avez embauché un espèce d'entrepreneur déguisé. Croyez-moi, ça fait une énorme différence. La vérité est que les fondateurs oublient souvent, je suis bien placé pour le dire, parce que ça m'est arrivé aussi, c'est que vendre soi-même, c'est très différent de structurer une vente transmissible, reproductible par quelqu'un d'autre. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'une vente réussie, elle dépend d'un système clair. Le sales que vous recrutez ne peut pas et ne doit pas inventer votre ICP, vos argumentaires clés ou vos scénarios de vente. Ce travail minutieux, stratégique, fondateur, il doit venir de vous, pas de lui. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire tout mâcher au nouveau commercial, mais au minimum, il faut lui donner des fondamentaux clairs sur lesquels il puisse bâtir. Prenons le cas concret de Pierre. C'est un ami qui dirige un SaaS assez connu en fintech à Paris, sans le citer bien sûr. Il avait recruté X, un sales très expérimenté qui venait d'une boîte style Salesforce. Sur le papier, le mec était très bon. Et croyez-le ou non, après 4 mois, toujours rien de signé. Pourquoi ? Parce que Pierre, il avait sauté cette étape critique, celle d'un go-to-market validé, et il pensait qu'avec un bon vendeur, tout ça, ça suivrait, ça vient avec, c'est dans le package. Et c'est parce qu'il y a un désalignement ou une mésentente, un problème de croyance sur ce qu'est vraiment un commercial. Donc, la prochaine fois que vous faites embaucher ou vous avez l'idée d'embaucher un sales star, construisez un starter pack, un kit minimum sur ce qu'il doit avoir pour réussir. C'est-à-dire, je vais vous donner quelques exemples. Un ICP très clair, défini, avec des critères précis, DRH d'une entreprise du CAC 40 qui utilise déjà SAP,
2. Un pitch testé et qui fonctionne. Et aller aux choses simples. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on vend de manière simple, regardez ma vidéo sur le snap selling. 3. Un CRM déjà paramétré avec un pipe type clairement documenté, prêt à l'emploi dès le jour 1. Et si vous faites ça avec une méthode de vente, avec un processus qui fonctionne, vous le mettez en position de réussir. Et là, peut-être que l'investissement vaudra le coup. Mais lui confier d'office la construction du système commercial, c'est l'envoyer droit dans le mur. Surtout si vous attendez de lui qu'il vende, alors qu'au fond, ce dont vous avez besoin, c'est qu'il construise un système de vente. Et ce n'est pas la même chose. La bonne nouvelle, vous l'avez vu, c'est que ça se corrige assez rapidement avec les bons outils et la bonne méthodologie. Mais ça, on va le garder pour plus tard. Maintenant, on va passer au chapitre suivant qui va évoquer un double problème assez important. Chapitre 2, l'arrivée d'un double problème. C'est là qu'est votre vrai problème aujourd'hui. Le double problème, c'est quoi? C'est d'un côté un fondateur qui sait déjà vendre, mais qui est totalement inconscient de pourquoi il arrive à vendre, il ne sait pas pourquoi ça marche, et du coup, il ne peut pas transmettre cette compétence. Moi, j'appelle ça le syndrome du fondateur vendeur. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète à ce sujet. Elle est disponible sur la chaîne. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que ça devrait résonner chez vous. Mais il y a l'autre partie, et ce que je veux que vous compreniez absolument maintenant, c'est que de l'autre côté, le deuxième problème à résoudre, qui est tout aussi fondamental, et j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est qu'un sales, même excellent, même payé 150 ou 200K, il part pas d'une feuille blanche. Son rôle, c'est pas de concevoir votre stratégie. Ça, c'est un autre métier. Son rôle, c'est pas de trouver tout seul à qui vendre, quel pitch utiliser et comment structurer l'approche commerciale ou paramétrer les outils CRM. Une bonne et dernière fois, ce n'est pas son job. Il y a des sales qui savent le faire, mais c'est pas le job du sales. Un sales, quel qu'il soit, il est là pour exécuter un système. Et chez la plupart des SaaS de 0,5, 1, 2, 3, 4 millions d'ARR ou même plus, ce système, il n'existe pas vraiment. Concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On recrute quelqu'un à prix d'or, on attend de lui qu'il devienne en même temps un stratège en marketing, qui puisse définir un positionnement qui bouge tous les 6 mois, qu'il soit gros hacker, qu'il aille scraper avec du code, du JavaScript, des listings entiers de prospects, qu'il soit product marketer, comme ça il peut formaliser des cas d'usage, aller travailler sur des arguments marketing autour des objections, et puis qu'il soit aussi évidemment expert CRM pour mettre en place tout seul un outil qui n'existe même pas au départ. On aimerait qu'il fasse un peu tout, que ce soit un couteau suisse. Mais si vous voulez quelqu'un qui fasse tout, ça n'a absolument rien à voir avec sa capacité à remplir des quotas par exemple. Le fait qu'il vienne de grosses entreprises de scale-up ou de GAFAM, c'est absolument pas une garantie, parce que la seule chose que vous savez, c'est qu'il sait travailler dans des environnements où tout est structuré, mais vous n'avez pas de certitude sur le fait qu'il sache le construire, et s'il n'a pas eu d'expérience avant, vous pouvez même plutôt vous dire qu'il l'a jamais fait et que ça risque d'échouer. Donc il faut faire très attention avec ces profils qui ont su performer dans des environnements extrêmement cadrés avec énormément d'aide à la vente, ce qui, dans votre cas, n'existe pas encore. Et c'est là qu'on fait des erreurs. La manière de vendre un LinkedIn autour de 1000 autres commerciaux sur des formats entreprises, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de vendre votre startup dans vos premiers millions d'ARR. C'est une philosophie qui est complètement différente. On peut être très bon à l'un et échouer à l'autre, et inversement. Donc faites très attention à ça. Et vous le voyez dans l'explication de ce que c'est ces premiers commerciaux un peu seniors, pourquoi c'est important et à quel point on peut tomber dans le piège. Donc s'il vous plaît, faites attention. Et je ne suis pas non plus en train de dire que les anciens commerciaux de chez Amazon seraient incapables de le faire. Je suis juste en train d'établir clairement qu'il n'y a aucune corrélation entre le fait d'être passé par des grandes entreprises reconnues pour leur système de vente et le fait de savoir mettre en place un système de vente. C'est pas le même métier. Bon, l'enjeu côté fondateur, a priori dans ces situations, ce que je vois beaucoup, c'est que la personne la mieux placée pour faire ce travail, ça reste quand même le fondateur. Le problème qu'il a, c'est son syndrome du fondateur vendeur. Il sait vendre, c'est souvent le meilleur vendeur, mais il l'a fait par répétition, à force d'ajuster de manière relativement inconsciente son discours en vente. Et si on lui demande comment il fait, il est souvent bien incapable de nous l'expliquer. Il est souvent bien incapable d'expliquer dans sa démarche ce qui fait que le client est plutôt séduit ou ce qui fait que ça ne fonctionne pas, puisqu'il a monté ça à la force de ses bras. Il a connu des clients et des clients auprès desquels il a fait des interviews, des tests, des essais, des erreurs, et tout ça, c'est presque devenu dans son ADN. Et donc cette inconscience-là, c'est son plus grand handicap, même s'il sait bien vendre. Et parfois, avoir une personne extérieure qui permet d'extraire cette substantifique moelle commerciale, je dirais, du cerveau du fondateur, eh bien ça aide à comprendre ce qui fonctionne, à en faire une méthode qui soit répétable par n'importe quel commercial qui pourrait rentrer dans l'entreprise, et même mieux, améliorer cette méthode par des bonnes pratiques, des benchmarks externes, par de la connaissance et de l'expertise commerciale qui permettent d'assembler et façonner cette méthodologie qui vous permettra d'aller chercher vos prochains millions d'euros d'ARR en industrialisant tout votre département commercial, parce que cette méthode désormais pourra être apprise par tout bon
commerciaux. Donc on arrête le bon courage, débrouille-toi, ça devrait marcher, on t'a payé assez cher. Deux conclusions, plutôt deux options. Première option, vous recrutez un profil très complet, très rare, capable de remplir tous les rôles qu'on a vus en même temps. Bonne chance, ça va vous prendre beaucoup de temps à trouver et encore plus à rendre opérationnel. Et deuxième option, qui me semble beaucoup plus réaliste, c'est d'accepter que c'est à vous de construire ce cadre commercial précis. Vous pouvez faire accompagner pour ça évidemment, c'est ce qu'on fait chez Meet Your Market, mais donnez à tout prix à votre sales une cible claire, un message structuré, quelques outils prêts à être utilisés dès qu'il arrive le premier jour chez vous. Il lui faut la formule du succès commercial chez vous. Si vous attendez de lui qui le trouve, ce n'est pas le même métier, donc ça ne pourra pas être les mêmes attentes. Chapitre 3, ce qu'il manque pour régler ce problème et comment mettre votre commercial en situation de réussite. Bon, vous avez compris le constat, l'excellence sales ne suffit pas. Donc maintenant, je vais vous donner plusieurs actions très simples et très concrètes pour permettre à vos commerciaux, vos prochaines recrues, de réussir rapidement. Alors quand vous faites votre cible par exemple, écrivez pas nos clients c'est les entreprises du CAC 40. Ça fonctionne pas. Il faut que vous soyez très précis. Donc c'est la taille, le secteur d'activité, tous les types de postes possibles, les responsabilités qui vont avec, la stack technique qui devait être déjà présente chez le client si jamais c'est pertinent pour vous. Il faut que vous soyez très précis. C'est pas la même chose de dire je vise les équipes finance que de dire mon ICP c'est le CFO d'une PME entre 50 et 300 personnes qui utilise déjà QuickBooks ou Sage. Là, on est dans quelque chose de précis et là votre sales il sait exactement qui il doit appeler demain matin pour faire des ventes. La cible, elle doit être précise. Il vaut mieux 3-4 cibles très très précises qu'une grande cible large qui ne veut pas dire grand chose. Donc la première action que je vous demande, c'est de rédiger 3 à 4 cibles clients le plus précises possible. Parfois j'ai des commerciaux qui me disent ouais alors moi ma cible c'est les RH dans l'industrie. Non, les RH dans l'industrie, ça suffit pas. C'est quel poste, quelle taille de boîte. Parce que les RH dans l'industrie, chez ArcelorMittal, ils n'ont pas le même problème que les RH dans l'industrie métallurgique d'une boîte de 150 personnes à Clermont-Ferrand. C'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes montants, ce sera pas le même type de vente. Donc il faut faire très attention et pas croire que ça suffit d'envoyer ce message-là, ces deux mêmes messages type RH industrie, à ces deux personas qui sont fondamentalement différents. Et d'ailleurs, on le sait puisqu'ils n'utilisent pas les mêmes outils au quotidien et ce n'est pas pour rien. Deuxième action concrète, passer d'un simple pitch à un narratif vraiment orienté douleur. Il y a beaucoup trop souvent des sales qui démarrent avec un discours sur les features, qui expliquent nous on est très fort, etc. Et on les laisse faire et c'est un désastre. Le vrai déclencheur, c'est la douleur du client. Et quand on ne connaît pas la vente, on a tendance à penser que les commerciaux, ça doit être des bons parleurs. Donc quand on envoie un bon parleur, on se dit super, celui-là il va vendre pour moi. Bien non, ça fonctionne pas. Si on prend l'exemple du RH, on va pas dire on digitalise la gestion des RH, on va dire nos clients ils perdent en moyenne 4 journées par mois à cause d'un onboarding chaotique et donc notre outil leur restitue 90% de ce temps perdu. Par exemple. Vous voyez la différence? Faites cet exercice avec 3 ou 4 clients. Alors pour faire cet exercice de repenser la manière dont vous parlez, et aussi d'ailleurs pour les cibles, ça pourra vous aider pour votre action 1, un truc très simple à faire, c'est l'exercice que nous on fait chez nos clients qui s'appelle le point d'entrée, point de sortie. Comment ça fonctionne? C'est très simple, vous prenez les 30 dernières affaires que vous avez gagnées et vous allez analyser qui était le profil du point d'entrée, c'est-à-dire la première personne avec qui vous avez parlé pour initier la discussion, et quel était le profil des points de sortie, les personnes qui ont signé concrètement le devis. Vous faites ça sur les affaires gagnées, vous ne faites pas ça sur les rendez-vous que vous avez obtenus parce que c'est foncièrement différent. Ça vous permet de savoir quelle est la route classique point d'entrée, point de sortie qui vous permet d'arriver jusqu'à la vente et d'essayer de retrouver et reproduire cette route dans votre prospection et dans votre vente. Ce sont d'excellents repères. Il faut se retourner pour regarder sur les deals gagnés, j'insiste, c'est important. Troisième action maintenant. Vous allez préparer un starter kit pour les commerciaux. Une séquence d'emails pour vendre, un script de prospection téléphonique, un deck en quelques slides, une liste d'objections et leurs réponses fréquentes, un processus de premier rendez-vous de vente, de l'accueil, bonjour monsieur le prospect, jusqu'à la fin avec les prochaines étapes. Un modèle de proposition commerciale, c'est très important. Voilà, bon, je ne suis pas exhaustif sur cette partie, mais vous avez compris l'idée. On va créer ce kit, ce sera la troisième partie, je vous demande vraiment de le faire, c'est important. Il y a une quatrième idée qui sera centrale dans la préparation à l'arrivée d'un premier commercial, c'est de faire un calendrier avec des rituels déjà inclus, du coaching commercial, des moments de sparring partner pour aller faire de la vente ensemble, des moments où on va revenir aussi sur des enregistrements, où on va analyser ce que tu as revu, toutes tes objections, on va suivre le commercial. C'est suivre le commercial qui va vous aider à comprendre ce qui va pas, et si jamais il y a un problème de sous-performance, est-ce que c'est un problème de méthode qui n'est pas suivi ou est-ce que c'est un problème de méthode intrinsèquement qui est suivi mais qui ne fonctionne pas. Et vous voyez bien que là, la responsabilité, elle n'est pas portée par la même personne. Soit je suis commercial, je respecte la méthode
et j'ai pas de performance, c'est-à-dire que la méthode fonctionne pas, soit je suis commercial et je ne suis pas la méthode et j'ai pas de performance, il faut revenir au point 1 et aller suivre la méthode d'abord avant de savoir où est-ce qu'on en est. Donc faites très attention parce que la responsabilité, elle n'est pas portée par la même personne. Et dernière étape pour savoir si ça marche ou ça marche pas, c'est de mesurer. Mettez en place dès le début un pilotage simple avec des datas claires. Arrêtez de mesurer le chiffre d'affaires final signé, c'est important mais il faut beaucoup plus que ça. Il est très probable qu'avant de closer, il y a des signaux, d'autres signaux à surveiller. Le nombre de leads contactés, le taux d'ouverture des emails, le nombre de réponses sur les emails envoyés, le nombre de rendez-vous obtenus. Parce que si demain votre sales ne signe pas, mais qu'il a envoyé 100 mails sans réponse, vous avez un problème ailleurs que dans la capacité à closer, par exemple. Mais s'il ne signe pas et qu'il n'a envoyé aucune prospection, vous avez un problème ailleurs que dans le script, qui est peut-être dans la motivation du commercial. Par exemple, dans un SaaS en fintech, si le taux moyen de réponse à vos séquences d'emails, il tombe à moins de 2-3%, il y a un problème, il faut réaffiner le ciblage parce que sinon ça sert à rien, enfin ça revient à attendre qu'un miracle se produise, quoi. Voilà, donc concrètement, c'était les 5 piliers de choses que vous devez faire absolument avant de recruter votre sales superstar. Et donc la question logiquement que vous pouvez poser derrière, c'est est-ce que votre sales aujourd'hui ou vos sales, ils ont ce système clair et structuré pour performer? C'est la seule vraie question. Est-ce que vous avez validé quelque chose de bien fait? Et voilà, vous savez désormais précisément ce qu'il vous reste à faire pour permettre à vos commerciaux de performer réellement sans y dépenser des centaines de milliers d'euros. Sauf que comme d'habitude, ce n'est qu'en passant à l'action dès maintenant que vous allez obtenir des résultats concrets. Vous avez déjà des exercices, je vous en donne un dernier, enfin en tout cas je vous le répète, à faire juste maintenant, après la vidéo, quand vous coupez, vous reprenez les 10 derniers clients qui vous avez signés, vous listez précisément leurs caractéristiques communes, vous formalisez cet ICP clairement aujourd'hui. C'est petit, c'est rapide, mais c'est une première étape indispensable sur le chemin de la croissance. Et pour aller plus loin, 4 options s'offrent à vous. 1. Vous inscrivez à la newsletter The Good Sales. Chaque mois, je vous donne des tips pour vendre plus. 2. Vous allez chercher les ressources sur le site Meet Your Market. 3. Vous pouvez développer les compétences de votre équipe avec une des formations que l'on fait chez Mime. Le lien est dans la description. Et 4. Si vous le souhaitez, je peux vous accompagner pour extraire ce qui se passe dans votre cerveau et en faire une méthode de vente concrète. On peut vous aider à faire ça. Choisissez ce qui vous correspond le mieux, mais agissez dès maintenant parce que c'est peut-être là que se trouve votre prochain déblocage et les prochains leviers de votre croissance. Et bien sûr, si vous avez une question, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, j'y répondrai. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ces vidéos vous aident. Moi, dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes ventes.